Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée au rapport entre les Ukrainiens et les Russes et entre les Russes et les Ukrainiens et qui nous donne le plaisir de recevoir Anna Colin-Lebedev. Anna Colin-Lebedev, bonjour. Bonjour. Et quand je dis nous, c'est donc Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique. C'est Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. 6 mois après l'invasion russe en Ukraine, Anna Colin-Lebedev, chercheuse française d'origine soviétique, comme vous aimez à vous présenter, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre et spécialiste des sociétés post-soviétiques, dans votre ouvrage « Jamais frères », avec un point d'interrogation, c'est important, « Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique », vous vous attachez à déconstruire le mythe des frères slaves. Vous décryptez les similarités entre les sociétés russes et ukrainiennes, le poids des traumatismes du XXe siècle et les trajectoires de plus en plus divergentes que les deux pays ont suivies depuis 1991. À l'époque de l'Union soviétique, vous rappelez-vous, la Russie était le centre et l'Ukraine une périphérie. L'homogénéisation s'est faite en écrasant un certain nombre de différences. L'histoire commune avait été écrite en gommant certains aspects gênants qui ne rentraient pas dans le récit officiel. Les trajectoires contraires suivies par les sociétés russes et ukrainiennes ne sont pas un argument suffisant pour expliquer la guerre entre les deux pays, observez-vous, mais un certain nombre de sujets aident à comprendre ce qui se joue aujourd'hui, sujets que vous passez au crible. Rapport à l'histoire soviétique, construction d'une mémoire de la Grande Famine et de la Seconde Guerre mondiale, place des communautés juives et de la mémoire de la Shoah, rapport au pouvoir politique, rapport à la violence, place des langues. Votre livre décrit également la fracture entre les deux sociétés, lorsque Russes et Ukrainiens ont cessé en 2014 de partager la même vision de ce qui se joue entre les deux pays, en Crimée et dans le Donbass. En 2022, la fracture s'est transformée en rupture. Ce qu'on présentait comme une fraternité, disent les Ukrainiens, s'est révélé un rapt. Côté russe, l'Ukraine serait une Russie transformée en anti-Russie par l'Occident hostile. La ligne de fracture que dessinent les deux discours montre bien la nature existentielle d'une guerre qu'on ne peut réduire à une volonté de conquête territoriale ou d'accès à des ressources naturelles ou économiques. Existentielle car pour l'Ukraine, soit elle parvient à vaincre la Russie, ce qui veut dire que Moscou renonce à toute prétention territoriale et d'influence sur l'État ukrainien, soit elle cesse d'exister. Contrairement à la société ukrainienne, la société russe, en grande partie aveugle à cette guerre conduite en son nom, n'a pas l'expérience de protestation qui aurait réussi. Vous dressez le portrait d'une société russe convaincue de son impuissance et soutenant sans enthousiasme une guerre qu'elle ne peut pas ou peut critiquer et qui ne réalise pas encore la profondeur de la déchirure qui est pourtant entérinée du côté de l'agressé, l'Ukraine. Pour les Ukrainiens, désormais, tout ce qu'il pourrait y avoir de commun avec les Russes, la langue, les références culturelles partagées, la mixité, les souvenirs de l'époque soviétique, n'est plus vu que comme l'effet d'une domination ou d'une oppression. On avait pensé à tort les comptes de l'Union soviétique soldés lorsqu'elle s'était dissoute sans conflictualité majeure en 1991, écrivez-vous. Le vrai prix à payer nous est donné aujourd'hui. Béatrice Gibelin. Oui, c'est un livre important. Jamais frère, j'avais presque envie de dire plus jamais frère, plutôt que jamais frère. Parce que toute cette période que vous analysez, dans la période soviétique, où il y a eu réellement, au moins au niveau de la population, ces mariages mixtes, cette population ukrainienne qui va faire ses études ou qui va chercher du travail, avec une émigration qui est quand même très importante, avec y compris des réussites au sein de la nomenclatura ou dans des positions de pouvoir qui sont loin d'être négligeables. Donc, on pouvait avoir l'impression qu'il y avait véritablement une sorte de terreau commun qui s'était fait au cours de ces années soviétiques. Et ce que je trouve remarquable dans votre ouvrage, c'est la finesse avec laquelle vous étudiez les représentations
qui a eu tant du côté russe, là j'enlève le terme soviétique, tant du côté russe qu'il y a pu avoir du côté ukrainien. Et vous revenez sur des périodes qui ont été des périodes très douloureuses et qu'on a eu tendance à mettre sous le tapis d'un côté comme de l'autre. Et il y a vraiment une première, cette double représentation dans le cadre, et qui existe déjà à la période soviétique. La représentation côté russe, qu'au fond, Kiev, c'est l'origine même, c'est le berceau. Hein, c'est le 9e siècle, voilà, c'est de là que c'est parti. Et quand on est dans cette représentation-là, on est déjà dans quelque chose qui est de l'irrationnel et du sentiment. Ça me fait penser un peu, si vous voulez, aux Serbes et au Kosovo. Hein, qui était le lieu, le berceau de ce qui sera la Serbie. C'est au Kosovo que ça naît, donc on ne peut pas le lâcher. Cette représentation-là est importante. Et en même temps, cette représentation, au fond, que ces Ukrainiens sont des sous-Russes. Je le dis de façon un peu violente. Mais leur langue, c'est pas au fond une vraie langue. Ce qui est important, c'est la Russie, la civilisation russe, la langue russe. Et on parle même de petite Russie. Alors, c'est pas du tout les Russes qui les ont qualifiés de petite Russie. Je pense que ça vient beaucoup plus des orthodoxes qui ont qualifié cet ensemble-là de petite Russie. Donc, il faut pas y projeter cette représentation négative. Mais cette double représentation que nous avons, d'une certaine façon, nous, en Occident, intégrée. Moi, je reconnais que l'image qu'on avait des Ukrainiens n'était pas du tout une image véritablement positive. On était aussi, nous, victimes d'un certain discours dominant. Et je voudrais que vous reveniez sur ce rôle de cette double représentation qui nous a marqués. Anna Colin-Lebedev. Alors, c'est vrai que je dirais que c'est compliqué. Ce qui a été compliqué dans l'écriture de ce livre, c'est justement de rendre sa juste part au mélange, à l'hybridité, à la proximité, à des choses partagées, à effectivement des parcours professionnels, personnels, de carrière qui ont amené des Russes à s'installer et avec succès à s'intégrer sur les territoires ukrainiens et qui ont amené les Ukrainiens à être à des postes de pouvoir à Moscou. Donc, rendre un compte juste, en fait, de ce commun qui existait véritablement et qui a été créé. Et en même temps, de reconnaître que dans ce commun, il y a une part d'écrasement et il y a une part de domination. Hein, et que cette part, en fait, alors, a eu une importance dans les années 1990 et 2000, lorsque l'Ukraine indépendante cherche aussi à s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on est une nation, qu'est-ce qui fait que notre histoire est spécifique, et ça fait remonter à la surface, en réalité, non seulement ce qu'il y avait de commun, mais ce qu'il y a pu y avoir d'objectivement différent dans l'histoire commune, ce qu'il y a pu y avoir d'oppresseurs dans la manière dont Moscou a traité Kiev. Et je dirais, voilà, il y avait un véritable besoin de se détacher de la tutelle aussi pour pouvoir se concevoir comme un État indépendant et comme une société. Donc voilà, déjà, vous voyez, rien que tout ça, en fait, c'est en réalité un portrait complexe, hein, qui ne se résume pas à dire, et c'est pour ça que dans le titre de mon livre, il y a un point d'interrogation, et je dirais que c'est le mot-clé du titre, le point d'interrogation. Et dans chacune de mes parties, il va y avoir des points d'interrogation. Je n'arrête pas de poser de questions. Il ne s'agit pas du tout de dire « Non, mais en fait, cette idée de fraternité et cette idée de proximité, ce n'est jamais qu'un mythe utilisé par Poutine. Hein. » Il y a des éléments qui sont là, dans l'histoire des deux sociétés et dans le présent des deux sociétés qui font proximité. Mais en même temps, eh bien, il faut voir, en fait, à la fois en quoi est-ce que la différence compte, et elle compte véritablement, et elle compte d'autant plus qu'elle est niée de l'autre côté, du côté russe. Hein. Je dirais que les divergences historiques, les dynamiques des relations entre Moscou et Kiev auraient pu être résolues quelque part d'une autre manière, hein, auraient pu être résolues dans le débat, dans le désaccord. Ça a d'ailleurs... On a failli prendre ce chemin-là. Et en fait, à partir du moment où la proximité est devenue une arme de guerre, hein,
c'est à partir du moment où la proximité est devenue une arme de guerre, elle est devenue totalement insoutenable et insupportable. Et elle a commencé à être détruite. Et je dirais qu'aujourd'hui, vous voyez, le livre ne va pas très loin dans le déroulé de la guerre. Il a été écrit entre avril et juin de cette année. Et bien évidemment, j'avais conscience que dès sa sortie, il y a un certain nombre de choses qui auraient évolué. Mais cette logique de commun qui est déjà objectivement en train d'être détruite, c'est-à-dire que ce qui faisait la proximité entre les deux sociétés va faire de moins en moins proximité, eh bien, pour moi, ce n'est pas un effet de circonstances objectives. Ça n'avait pas forcément... il fallait certainement à un moment donné que la prise de conscience des différences soit... Actée. Oui, actée et débattue et pacifiée. Mais je dirais, pour moi, l'idée centrale, c'est que ça n'avait pas à déboucher sur un conflit armé. C'est l'instrumentalisation, je dirais, de cette idée de fraternité qui a créé la guerre. Marc-Olivier Padis. Oui, dans votre interrogation sur comment comprendre cette divergence des deux pays, donc vous explorez ce qu'il y avait de commun, comme vous l'avez dit, et donc il y a une chose qui s'impose, c'est le monde soviétique. Et donc les deux pays faisaient partie du monde soviétique, et ce que j'aimerais que vous reveniez en fait sur la manière dont le statut des pays, des nationalités a évolué au sein du système soviétique. Parce que si j'ai bien compris, en fait, dans un premier temps, après la révolution de 1917, on a plutôt encouragé l'expression des singularités nationales et notamment des langues nationales. Vous abordez le sujet en particulier à travers la langue, mais aussi on fait monter des élites. Et ce premier mouvement qui correspond, j'imagine, à l'idée véritablement de l'union des républiques soviétiques socialistes soviétiques, je ne sais plus dans quel sens c'est, s'arrête à un moment avec Staline et connaît une régression très violente. Donc comment expliquer ce double mouvement qui a laissé des traces, en fait, des héritages contradictoires? Anna Colin-Lebedev. Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement cet élément-là, et puis il y a l'élément aussi que toute l'Ukraine n'a pas connu la même histoire soviétique. Donc peut-être on pourra revenir aussi là-dessus. Effectivement, cette histoire soviétique est, je ne dirais pas qu'elle est paradoxale, mais elle est successive avec des moments qui correspondent à des politiques complètement différentes, en fait, vis-à-vis des identités nationales et des nationalités. Si Poutine se permet de dire aujourd'hui que c'est Lénine qui a créé l'Ukraine et que l'Ukraine n'existait pas avant, c'est une manière très déformée, en fait, de dire que le projet soviétique a permis la cristallisation des nationalités et des identités nationales, là où auparavant, il n'y avait que des identités locales. Et c'est une sorte de discours historique qu'on a pu avoir, en fait, sur l'histoire soviétique autour de la question de la construction des nationalités. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les premières décennies de l'URSS, les premières années de l'URSS, on va structurer l'Union soviétique en territoires qui doivent avoir une cohérence nationale, avec une ethnie titulaire et une langue titulaire. Alors, dans le cas de l'Ukraine, on va prendre l'ukrainien qui était une langue structurée, parlée, opprimée sous l'Empire russe, mais néanmoins extrêmement présente, et on va la déclarer langue de l'ethnie titulaire. Dans d'autres endroits de l'Union soviétique, comme par exemple en Asie centrale, ça va être beaucoup plus délicat et composite, c'est-à-dire qu'on va, je dirais, composer des langues à partir de différentes langues locales, en créant une grammaire, en uniformisant un alphabet, là où il n'y avait pas forcément une écriture en cyrillique, et aussi en regroupant différentes communautés sous des termes englobants, kazakh, tadjik, ouzbek, etc. Donc en fait, il y a effectivement une espèce d'ingénierie des nationalités qui est pratiquée dans les années 20 par l'Union soviétique. Et cette ingénierie valorise les identités nationales et valorise notamment les langues nationales. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conviction dans ces premières années que pour que le projet communiste s'implante, il faut qu'il parle aux populations dans leur propre langue. Et il faut que ce soit les locaux, en fait, qui communiquent avec les locaux dans leur propre langue. Donc, il va y avoir, par exemple, des pratiques de bilinguisme officiel
mise en avant et valorisée. Les documents officiels devaient être, par exemple en Ukraine, en ukrainien et traduits systématiquement en russe. On valorise l'ukrainophonie chez les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont l'obligation de parler ukrainien dans ces premières décennies, etc., etc. Sauf qu'en fait, l'ambiguïté qu'il y a dedans, c'est que les nationalités sont à la fois un atout pour l'implantation du projet soviétique, mais également une menace. Une menace parce que dans la pensée marxiste-léniniste, on associe nationalisme à bourgeoisie. Et donc, en fait, potentiellement, le nationalisme serait porteur d'un projet anti-soviétique. Et je dirais, par ailleurs, effectivement, il y a des contestations qui vont venir de groupes nationaux. Et les contestations du projet soviétique en Ukraine sont assez importantes. Et donc, il va y avoir après cette première phase, je dirais, assez florissante pour les nationalités, les années suivantes, les décennies suivantes seront des décennies de russification. Alors, à la fois pour des raisons pratiques, parce qu'en fait, on se rend compte que la traduction dans toutes les langues du centre et de la périphérie, eh bien, ça ne tient pas. L'Union soviétique n'est pas capable de le tenir. Mais aussi parce que, en fait, le projet se transforme de plus en plus en un projet de création, non pas de peuples multiculturels, multiethniques, multinationales, mais d'un peuple soviétique qui serait l'émanation du peuple russe, qui parlerait russe, qui se référerait à la civilisation russe. Donc le russe va unifier dans l'école, où il va être obligatoire, il va unifier dans l'armée, qui sera un facteur important de russification. Et derrière cela vont s'installer aussi des logiques d'oppression des cultures nationales et des langues nationales. Une question. La différence entre la langue russe et la langue ukrainienne, si on veut l'imager pour qu'on la saisisse mieux, est-ce que c'est comme l'allemand et l'alsacien, comme l'allemand et le hollandais, comme le portugais et l'espagnol ? Alors, je me réfère aux travaux des linguistes qui ont calculé la distance lexicale entre différentes langues européennes et qui mesurent en fait pour eux, entre le russe et l'ukrainien, il y a environ 65% de similitudes lexicales. Ça peut paraître beaucoup. En fait, c'est à peu près la même distance qu'entre le français et le portugais. Donc, vous voyez qu'on est quand même dans des langues effectivement très différentes. Un russophone, en entendant l'ukrainien, sait de quoi on parle, mais n'est pas capable de saisir le contenu de la conversation. En revanche, je dirais, pour pondérer un petit peu tout ça, le français et le portugais sont très divers phonétiquement. Ce qui n'est pas le cas du russe et de l'ukrainien, ce qui en fait aussi donne oui, quand on est un auditeur extérieur, on entend parler russe, on entend parler ukrainien, on n'est pas capable de savoir de quelle langue il s'agit. Michaela Wiegel. Oui, j'aimerais revenir à la question russification versus nationalisme ukrainien. Et je pense qu'on a un moment clé pendant la Deuxième Guerre mondiale qui va influencer surtout les représentations à l'Occident. Vous le décrivez, vous dites c'est pas négligeable, il y a des faits historiques que des nationalistes, Banderas et compagnie, ont soutenu ou au moins été favorables à l'occupation nazie. Hitler qui avait comme projet un projet très colonial. En fait, l'Ukraine devait être le grenier à blé de l'Allemagne. Et ce qui me fascine, c'est que cette représentation, en quelque sorte, que l'Ukraine, c'était les charges aidantes du régime nazi, cette interprétation a survécu pendant très longtemps et n'a pas vraiment été combattue non plus par l'Union soviétique après. Anna Konan-Lebedev. C'est une question qui devient, je dirais, d'autant plus importante qu'elle est utilisée par la Russie et par le discours politique et l'information russe pour créer une certaine image des Ukrainiens dès 2014. Je dirais, vous voyez, en soi, ce qu'on peut prendre comme point de départ, c'est que l'histoire de cette Deuxième Guerre mondiale sur le territoire soviétique est une histoire complexe et c'est une histoire socialement et politiquement complexe. Comme elle l'est d'ailleurs dans d'autres pays, et on sait très bien à quel point en fait il est difficile
ensuite pour les sociétés de se réconcilier, d'entendre l'ensemble des récits, de rendre un compte juste de cette complexité. Sauf que cette histoire complexe a eu une capacité inégale à être écrite et à être dite. À l'époque soviétique, elle n'existe pas. À l'époque soviétique, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique, qui est le volet donc, qui se passe sur le territoire de l'Union soviétique, qui est écrite, est très lisse et très uniformisatrice. C'est le grand peuple soviétique qui, à la fois, a consenti de très grands sacrifices et qui a été unanimement opposé et combattant des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le seul récit qui existe, ce qui permet de gommer tout un tas de choses. Ça permet de gommer, on y reviendra peut-être, la Shoah. Parce que la Shoah, ça met en avant des Juifs. Or, dans le récit soviétique, il n'y a que le grand peuple soviétique, et en plus, qui ne peut pas être complètement victime. Il doit être forcément victorieux. Ça permet de gommer les logiques qui sont, comme dans le cas de l'Ukraine, mais aussi des pays baltes, les logiques qui sont celles des pays qui ont subi en amont, dans la première phase de la guerre, une annexion. Et pour qui, donc, la question de qui est la puissance ennemie et qui est la puissance à laquelle se rattacher n'est pas si simple que ça, en réalité. Ça gomme également, par exemple, la complexité sur le terrain même de la Russie, au cœur de la Russie, et je dirais, partout sur les territoires soviétiques, pour ces combattants, ces soldats qui sont mobilisés pour défendre l'Union soviétique, pour défendre leur État, alors même que cet État a été répressif vis-à-vis d'eux et de leurs parents, que leurs parents ont été assassinés, exécutés, déportés, qu'eux-mêmes sont peut-être, ont eu des statuts de prisonniers ou de semi-prisonniers de leur plus tendre enfance. Donc, vous voyez, et qui se posent, bien évidemment, au début de la guerre, la question, est-ce que je suis prêt à défendre cet État-là ? Est-ce que quelque part, vous voyez, la civilisation, elle ne vient pas de l'autre côté de cet envahisseur qui arrive. Donc, plein d'éléments de complexité qui n'ont jamais pu être écrits à l'époque soviétique. Et je dirais que nous-mêmes, nous avons été, dans une certaine mesure, imprégnés par le récit soviétique de la Deuxième Guerre mondiale, par ce récit uniformisateur. Alors, à partir des années 90, donc de la fin de l'URSS, ce récit peut devenir complexe. Mais une fois de plus, il devient complexe dans une mesure extrêmement inégale. On parle très vite, dans les années 1980, même à la fin des années 1980, des erreurs criminelles qui ont pu être faites par Staline, à la fois dans les répressions contre les officiers qui ont dégarni le corps officier de l'armée rouge. On parle des premières erreurs, des premières phases meurtrières où en fait l'Union soviétique a lancé des combattants non préparés, non équipés dans une guerre où ils étaient certains de perdre la vie. Mais je dirais que, alors, ça ne s'écrit pas de la même manière tout à fait en Ukraine et en Russie. En Russie, ça s'arrête très vite. Et je dirais, dès les années 2000, en fait, on n'a plus véritablement la possibilité, et de moins en moins la possibilité, de travailler sereinement sur ce sujet, parce qu'on valorise à nouveau la Grande Guerre patriotique comme élément fédérateur important, comme moment de fierté pour les Russes. Et donc, dans cette fierté, eh bien, la Russie doit être complètement blanche. La collaboration n'a jamais existé, ou alors a été justement ailleurs, dans les pays baltes, en Ukraine, etc. Et nous entendons ce récit, je pense. Alors, les historiens ont continué à travailler, mais avec un accès beaucoup moindre aux archives, avec moins de possibilités d'échange, moins de liberté, jusqu'à ce que ce soit interdit légalement, en fait, d'avoir un récit alternatif aujourd'hui en Russie sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais je dirais que c'est une amnésie. On est davantage dans l'ordre de l'amnésie, et cette amnésie nous est transmise aussi. C'est-à-dire qu'on continue à recevoir un récit de la guerre qui est un récit, en tout cas en France, en grande partie produit via le regard russe. Et donc, par exemple, on va faire cette... je suis surprise d'entendre encore cette confusion qui est faite en disant, les Russes sont le peuple qui a le plus sacrifié dans la Deuxième Guerre mondiale. Le peuple soviétique a sacrifié dans la Deuxième Guerre mondiale, et il n'y avait pas que des combattants russes dans ce peuple soviétique. Alors, de l'autre côté, en Ukraine, on aborde également la complexité. Et la complexité est d'autant plus complexe que
dans la construction d'un récit national, ceux qui ont combattu pour l'indépendance de l'Ukraine sont valorisés, comme c'est souvent le cas dans les récits de construction nationale. Or, ces mouvements nationalistes qui, du 19e et de la première moitié du 20e siècle et arrivés à la Deuxième Guerre mondiale, sont des mouvements nationalistes. Souvent, il y a des volets politiques, il y a des volets armés, il y a des actions violentes. Le mouvement des nationalistes ukrainiens est une organisation terroriste, comme pas mal de mouvements nationalistes d'ailleurs en Europe, et qui considèrent, dont l'adversaire principal est d'abord la Pologne. Les mouvements nationalistes se développent sur le territoire polonais, puis l'Union soviétique. À partir de 1939, où l'Union soviétique annexe la partie orientale de la Pologne dans une très grande violence. Et donc, ça devient l'adversaire numéro 1. Et lorsque l'Allemagne nazie arrive, il y a un choix qui est fait. Et ce choix est celui de l'alliance avec les nazis contre les soviétiques. Ce choix ne va pas être fait par la totalité des Ukrainiens. Et là, c'est important aussi de ne pas faire la confusion. Moi, je donne des chiffres, un seul chiffre. Je donne pas énormément de chiffres dans ce livre parce que c'est pas, voilà. Je suis pas très bonne dans la manipulation des données chiffrées, mais on estime à 200 000 personnes le nombre d'Ukrainiens qui ont combattu à titre divers du côté des nazis, et à 4 millions ceux qui ont combattu les nazis au sein de l'armée rouge. Donc ce n'est pas, vous voyez, ça casse déjà l'image d'une population qui serait uniformément collaboratrice, sans nier bien évidemment la participation de ces 200 000-là à la collaboration. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est dans ces 200 000-là, eh bien, il y a des combattants pour la liberté nationale. Et donc, quoi en faire dans l'Ukraine contemporaine. La manière dont la société ukrainienne l'a géré, je dirais, c'est d'autoriser tous les discours à s'exprimer. Voilà, parce que c'était compliqué. Donc, selon les présidents au pouvoir, selon les forces politiques au pouvoir, on a valorisé plutôt un volet ou plutôt l'autre. Mais surtout, en fait, on a laissé faire. Je donne l'exemple de ce musée de la de la résistance nationale dans la Deuxième Guerre mondiale, dans une petite ville ukrainienne, où il y a juste une salle. Et d'un côté de la salle, il y a un mur de photos qui sont les photos des combattants nationalistes. Et dans l'autre, il y a un mur de photos qui sont les photos des partisans soviétiques qui ont combattu ces mêmes nationalistes. Donc, des deux côtés de la salle, les personnes se sont entretués, il n'y a aucun commentaire, mais on se dit, voilà, ces mémoires-là coexistent, on verra bien ce qu'on fait, mais je dirais c'est un premier pas, c'est un premier pas. Et lorsque le débat a lieu, c'est un débat houleux, mais ce n'est pas une amnésie. Alors, il y a la mémoire intérieure, enfin à usage interne, si je puis dire, qui concerne les Ukrainiens, et puis aussi il y a la mémoire à usage externe. Et moi, je reste stupéfait que la Grande Famine, je sais qu'elle a un nom officiel, mais je n'aime pas le prononcer parce que je trouve parce qu'il y a un re au début, c'est le Holodomor. Oui, c'est pas simplement la difficulté, ça encore, j'espère qu'avec de l'entraînement j'y arriverai, mais c'est que je trouve que ça enlève simplement son nom à ce que c'est. Je veux dire, c'est une famine provoquée, c'est une famine dont... Alors, Robert Conquest, je pense que depuis, il y a eu des estimations plus fines dans son livre traduit en français sous le titre de Sanglante Moisson, qui était Harvest of Sorrow, en anglais, estime à 6 millions. Que ce soit 6, que ce soit 5 ou que ce soit 7, c'est une œuvre, si j'ose dire, c'est une destruction gigantesque, planifiée, atroce, et dont quoi a transpiré à l'étranger pendant et après ? Alors, pendant tout autant que les autres politiques répressives soviétiques, c'est-à-dire qu'il y a des comptes rendus, il y a des correspondants qui se rendent sur place étrangers et qui font des retours là-dessus. Mais voilà, ça c'est le contexte aussi des années 1930 et de la fermeture de ce qui se passe en Union soviétique. Alors après c'est une vraie question. Et je dirais même aujourd'hui, en termes de place de cette famine dans la mémoire collective, la mémoire collective de ceux qui ont été les citoyens soviétiques pose question. Parce que c'est effectivement ça fait partie des opérations répressives les plus meurtrières et planifiées et les plus cruelles. Et absolument cruelles, oui, et les plus cruelles du pouvoir soviétique. Donc il s'agissait
pour le dire en deux mots, autour de, voilà, ça se concentre sur les années 1932-1933. Il s'agissait non seulement de confisquer aux paysans l'ensemble de leurs récoltes, bétail, réserves, mais aussi de les enfermer, en fait, les paysans jugés récalcitrants, les enfermer dans leur village et les laisser mourir de faim. Donc aujourd'hui, les estimations sont plutôt effectivement de l'ordre de 4 millions de 4 millions de morts. C'est compliqué d'estimer parce qu'en fait, il y a différentes techniques d'estimation, mais c'est pas ça l'objet, effectivement. Les campagnes de masse, à l'époque stalinienne, les campagnes meurtrières de masse ont existé vis-à-vis d'autres groupes de la population, et notamment, effectivement, de groupes ethniques. Si on pense, par exemple, à la Crimée, la déportation de l'ensemble des Tatars de Crimée, donc en 48 heures, la déportation de l'ensemble de la population tchétchène, la répression contre d'autres groupes nationaux, et notamment les Baltes, mais aussi les Allemands. Donc en fait, vous voyez, les répressions vis-à-vis des paysans dans leur ensemble, et d'autres groupes paysans, notamment dans la région de la Volga, notamment au Kazakhstan. Donc, vous voyez, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de différent, en fait, dans cette grande famine, dans cette longue liste des répressions de masse. Et c'est là-dessus que porte le débat, en réalité. Et vous voyez, la visibilité au pas de la grande famine est aussi à remettre en perspective de la visibilité ou de l'oubli des autres opérations répressives ou de leur importance dans l'imaginaire public. Donc en fait, les Ukrainiens vont dire cette répression-là était particulière parce qu'elle correspondait à un projet génocidaire. Et il y a des historiens qui vont avancer des arguments pour expliquer en quoi il s'agissait d'un projet génocidaire. Et les historiens russes, alors aujourd'hui, ils n'ont plus trop la possibilité d'en parler parce qu'on ne parle pas beaucoup des répressions staliniennes, c'est tendance à être gommé, effacé, même si on sait en théorie que ça existait. Mais je dirais, les historiens qui ont continué à travailler sérieusement ont dit c'est une tragédie terrible, c'est un acte répressif impardonnable, mais ce n'était qu'un parmi d'autres. Voyez, donc c'est en ça que la question de la famine peut aussi continue à provoquer des discussions qui ne sont pas des discussions historiographiques, mais qui sont des discussions politiques. Béatrice Gibelin. Oui, moi vous avez évoqué rapidement en disant mais toute l'Ukraine n'a pas été soviétique et toute l'Ukraine n'a pas la même histoire soviétique. Et si j'ai un regret dans votre ouvrage, c'est peut-être parce que je suis géographe, c'est que si on avait eu une ou deux cartes qui auraient montré justement combien les frontières actuelles de l'Ukraine sont des frontières récentes. La Crimée, c'est Khrouchtchev qui la donne en 54, qui était lui-même ukrainien et qui, je veux dire, d'une certaine façon, en fait don à l'Ukraine, mais dans un système soviétique où ça n'avait aucune, conséquence politique réelle. Parce que quand vous avez parlé du mouvement des nationalités et comment Lénine a donné cette définition au fond de l'importance des nationalités, oui, reconnaissance des nationalités, mais sans droit politique. C'est-à-dire qu'on ne choisissait pas son régime politique, on était sous, la coupe, l'autorité du système communiste. Donc ça met déjà, oui à la nationalité, pour la langue, pour la culture, pour pouvoir imposer le système communiste mieux, puis qu'on conduira à la russification, mais pas sur la nationalité dans la reconnaissance d'une réelle indépendance. Sans choix politique, je ne vois pas bien où est véritablement l'indépendance. Fermons la parenthèse. Mais je pense que ces frontières actuelles de l'Ukraine, qui est un très grand territoire, à l'échelle de l'Europe, c'est un très grand territoire, avec cette histoire occidentale et cette histoire orientale, l'une étant du côté de l'Empire polonais, on va dire, l'autre étant du côté de l'Empire russe, a évidemment profondément marqué, et ce qui est tout à fait logique. Mais moi, ce qui m'avait étonné, quand il y a eu le référendum de l'indépendance en 91, c'est combien la partie Est, qu'on disait très russophone et parlant très peu l'ukrainien, avait voté majoritairement pour cette indépendance. Quand on regarde les cartes, on ne retrouve pas tellement cette différence ouest-est. Et là, c'est quelque chose qui aurait dû,
nous, occidentaux, marqués par une histoire soviétique et sans doute aussi par des intellectuels français très favorable aux intellectuels quand même russes. Je trouve qu'il y a même aujourd'hui encore, un certain nombre d'universitaires français ont eu beaucoup de mal à reconnaître que c'était une invasion inexcusable et qu'il n'y avait aucune raison d'être. Même y compris parmi des gens que je connais bien, j'ai été très, très surprise de ça. Donc c'est vraiment très fortement ancré. Et moi, aujourd'hui... Vous montrez combien l'ukrainien est devenu la langue majoritaire et comment aujourd'hui continuer à parler russe, c'est presque à la limite une forme de traîtrise, enfin j'exagère un peu, mais qu'on choisit de parler ukrainien parce que c'est une forme de résistance. Donc pour une fois, le rôle de la langue est extrêmement important dans cette constitution nationale actuelle de l'Ukraine, même si il existe une nation ukrainienne depuis longtemps, mais celle qui se constitue aujourd'hui dans la guerre est à mon avis, d'un autre ordre. Anna Colin-Lebedev. Alors, celle qui se constitue, celle qui se transforme dans la guerre aujourd'hui, va effectivement, je dirais, se débarrasser sans doute d'une partie de ce qui faisait la richesse, qui était justement la capacité à se référer à l'Ouest et à l'Est, d'avoir cette pluralité linguistique et la capacité de passer de l'un à l'autre, de pouvoir se référer à des histoires différentes. La guerre fait de la langue une arme, et donc la langue devient une arme en retour. La guerre fait de la frontière un élément vital, et donc en fait, ça cristallise les frontières, alors que je pense que en amont de l'agression de la Crimée, l'Ukraine est davantage, je dirais, dans une logique de continuité territoriale que dans une logique de frontières délimitées d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, on a une diversité territoriale, et l'Ouest, l'Ouest du pays va avoir des relations très proches, avec une très grande communication transfrontalière avec la Pologne, avec la Roumanie, et il va chercher à construire des espaces migratoires, mais aussi culturels communs. Et de même, l'Est du pays, frontalier de la Russie, il va y avoir une très grande, une fluidité, une circulation, une idée que, des liens économiques également. Les mines du Donbass sont des mines qui fournissent beaucoup des clients russes, des acheteurs russes. Donc on est, je dirais, la diversité de cette histoire a créé à la fois cette fluidité des frontières, mais en même temps, effectivement, la période soviétique a cristallisé des identifications. Et vous avez tout à fait raison de souligner que dans les référendums d'indépendance, les Ukrainiens votent à une très, très vaste majorité pour l'indépendance de leur pays. Il n'y a pas de différence entre l'Est et l'Ouest. La seule région qui va avoir un vote un petit peu différent, mais néanmoins majoritaire en faveur de l'indépendance dans le cadre de l'Ukraine, c'est la Crimée précisément. Mais ça va largement dépasser les 50%, y compris en Crimée. Et c'est aussi l'un des paradoxes de cette constitution soviétique, c'est-à-dire qu'on sait que les frontières des républiques, qui faisaient partie quand même d'un État unitaire, il n'a jamais été question de parler d'indépendance des nationalités au sein de l'Union soviétique. Il y avait le volet identité, mais dans le cadre de l'URSS. Les entités que sont les républiques ont parfois été artificiellement construites. Et on le voit sur certaines frontières qui, comme les frontières africaines, sont tracées à la règle de certains États. Et les langues sont aussi parfois brodées, recréées à partir de différentes langues locales. Néanmoins, une fois que l'indépendance est déclarée, les pays se reconnaissent, les sociétés se reconnaissent dans les frontières de leur État et dans les frontières de leur langue. Et ces langues se sont implantées. Donc il y a eu effectivement une nouvelle réalité sociale qui a été construite, et l'identité ukrainienne existait déjà avant, mais je dirais, elle ne pose pas question en 1991. Elle est bilingue, elle est plurielle, elle est avec des influences diverses, mais elle ne pose pas question. Et effectivement, à partir de 2014, il va y avoir d'autres choses qui vont être une autre manière de la consolider. Michaëla Wiegel. Oui, justement, dans votre livre, vous décrivez très bien la double rupture que représente Maïdan, c'est-à-dire cette volonté de penser à un destin européen et la répression très sanglante.
et juste après, donc l'annexion de la Crimée. Et donc, je voulais vous demander, parce qu'on a un peu survolé la dimension antisémitisme et la mémoire de la Shoah. J'ai l'impression que 2014, ça marque aussi le début de la fin des mémorials en Russie, c'est-à-dire une interdiction quasiment de penser l'histoire et notamment l'antisémitisme russe. Mais aussi une volonté côté ukrainien, mais vous me corrigerez, de vraiment parler davantage et d'avoir, si je me trompe pas, c'est là où sont nés toutes les lieux de mémoire de la Shoah en Ukraine aussi. Et j'ai l'impression il y a comme une ruse de l'histoire, que ça soit aujourd'hui un président juif qui doit affronter ce conflit avec la Russie. Alain Cohen-Lebedev. Alors, je vais vous avouer quelque chose. J'ai ajouté ce chapitre sur la mémoire de la Shoah dans le livre pour une raison très particulière. Vous voyez, le livre est loin d'aborder tous les thèmes qui pourraient être intéressants pour parler de l'histoire de la Russie, enfin de l'histoire et du présent de la Russie et de l'Ukraine. Mais j'ai fait mes choix avec une double logique. D'une part, je me suis demandé quels sont les éléments clés, en fait, qui nous sont indispensables pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et d'autre part, je me suis dit, il y a quand même un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes très sensibles pour le public occidental et notamment le public français, et sur lesquels il y a eu beaucoup de désinformation et d'incompréhension. Et je dirais la question de l'antisémitisme et de l'histoire et de la mémoire de la Shoah en fait clairement partie. Donc ce chapitre a une place dans le livre, non pas parce qu'il est central pour comprendre le Maïdan, la guerre, la rupture entre les deux sociétés, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Cet élément-là n'est pas du tout présent dans ce conflit armé. Mais il est central, à mon sens, pour déconstruire un certain nombre de clichés et de préjugés que nous avons sur les deux sociétés. La mémoire de la Shoah sur le territoire ukrainien, à partir de l'indépendance, n'a jamais été bridée. La difficulté est ailleurs. La difficulté, c'est que comme l'Ukraine a été le territoire où il y a eu le plus d'exécutions de juifs parmi les terrains de guerre, c'est l'un de ceux où la Shoah a été la plus meurtrière. Quand on est à l'ouest de l'Ukraine, eh bien 80% des communautés juives, plus de 80% ont été exterminées, et c'était très largement peuplé par des communautés juives. Donc en fait, la difficulté, c'est que la mémoire est là, les traces sont là. Les bâtiments sont là, les synagogues, les yeshivas, les cimetières, mais il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de juifs pour différentes raisons. Alors parce que effectivement la Shoah est passée par là, mais aussi parce que les juifs ont massivement émigré de l'Union soviétique. Donc on a ceux qui avaient survécu dans les années 70 étaient partis, et en 1991 sont partis également. Et donc en fait et c'est le cas en Biélorussie également, on est sur des territoires où les lieux de mémoire sont là, mais il n'y a plus personne pour se souvenir. Il n'y a plus personne pour se souvenir, et puis on est dans des années de grandes difficultés économiques, et on est dans des années où il faut aller de l'avant, et il faut construire. Et moi, je me rappelle avoir eu une conversation avec un collègue historien ukrainien. On était à l'ouest de l'Ukraine, sur un campus magnifique de l'université d'Ostro, qui est une petite ville qui a eu une très riche histoire, mais qui aujourd'hui est une petite ville ukrainienne. Et il me montre le stade du campus, et il me dit, ça, c'est sur le territoire de l'ancien cimetière. En l'occurrence, c'était l'ancien cimetière polonais. Et il sentait le recul, en fait, chez nous, les collègues venant de l'Ouest, par rapport à ça, un stade sur un cimetière. Et il a eu cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Il a dit, écoute, et ça rejoint un peu, par exemple, ce que dit Timothy Snyder dans son livre Bloodlands, en Ukraine, tout est un lieu de massacre. La totalité du territoire est un lieu de massacre terrible. Comment est-ce qu'on vit si on mémorialise tout ? Si on mémorialise la synagogue, que
personne n'est là pour la fréquenter. Voyez, si on mémorialise la yeshiva, si on mémorialise le cimetière, eh bien la ville n'a plus de lieu de vie. Ça devient uniquement des lieux de mort. Et donc je pense qu'en Ukraine, on a dû se confronter aussi à ça. Et ça a été compliqué, mais ce n'était pas de l'occultation. Et le niveau d'antisémitisme en Ukraine est extrêmement bas. Ça a été, voyez, la résolution de cette question-là. Et tout en vous disant qu'il ne faut pas tout mémorialiser, votre collègue avait éprouvé le besoin de dire ce que vous ne pouviez pas deviner, que ce stade était construit sur un cimetière. Marc-Olivier Padis. Oui, vous avez dit que vous avez dû faire des choix dans votre livre. Et c'est pour le plaisir du lecteur que vous soyez donné cette mission d'écrire ce livre très rapidement dans le contexte du déclenchement de l'agression russe. Et justement, je voudrais vous interroger, moi, sur l'orthodoxie. Parce que quand on regarde de loin, quand on connaît mal, on se dit, tout ça, c'est le monde orthodoxe, donc ils doivent s'entendre, c'est la même religion, etc. Moi, je suis allé à Kiev à plusieurs occasions autour des années 2013-2014, donc autour du Maïdan, un peu avant, un peu après. Et j'avais été très frappé parce que les Ukrainiens que je rencontrais étaient très préoccupés par l'offensive du patriarcat de Moscou en Ukraine. C'était une guerre paroisse par paroisse, pratiquement, pour savoir quel peuple on envoyait, comment se constituaient les communautés. Et ça a été tranché, finalement, puisque malgré les offensives du patriarcat de Moscou, puisque l'Église orthodoxe est organisée avec différents patriarcats, 5 ou 6 de tête. Finalement, l'Église ukrainienne s'est séparée du patriarcat de Moscou, et c'était, en termes de soft power, si on peut dire, un échec majeur quand même de Moscou, qui avait quand même beaucoup misé sur cette offensive idéologico-religieuse, disons. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur justement ce rapport à l'orthodoxie des deux côtés ? Anna Colin-Lebedev. Alors là, on aurait beaucoup à dire, bien évidemment, et c'est peut-être plutôt brièvement pour éviter de dire des bêtises sur un sujet qui n'est pas complètement le mien. Le conflit entre les églises est partie intégrante, effectivement, de cette guerre, mais c'est aussi, je dirais, c'est l'effet d'une politisation de la religion en Russie, et de la prise de position de l'Église aux côtés du pouvoir à Moscou. Et donc ça, je dirais que, une fois de plus, ce n'est pas tant un conflit entre les églises qu'un conflit, que l'usage politique de la religion qui est fait par la Russie, qui déteint ensuite sur le terrain. Alors sur le terrain, j'aurais tendance à vous dire, en 2014, vous avez beaucoup de paroissiens ukrainiens qui ne savent absolument pas si leur église appartient au patriarcat de Kiev ou au patriarcat de Moscou. Alors que vous voyez, cette question-là ne va pas être forcément pertinente et ne va pas cristalliser une différence. On ne va pas choisir l'Église parce que c'est patriarcat de Kiev ou patriarcat de Moscou en amont de la guerre. On va davantage choisir, pour des raisons diverses, familiales, confort, on aime le prêtre, on n'aime pas le prêtre, etc. Ça, c'est un premier élément. Donc, il n'y a pas d'élément de conflictualité sociale préexistant à la guerre entre les patriarcats. Et la deuxième chose que l'on sait beaucoup moins, en fait, parce qu'il y a une très grande visibilité du patriarche de l'Église orthodoxe de Moscou, etc. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point la société russe n'est pas religieuse. C'est-à-dire qu'on a cette visibilité des églises, y compris dans l'espace public, avec des constructions d'églises nouvelles partout, et il suffit d'arriver en Russie, on roule en voiture, et il y a un bulbe par-ci, il y a un bulbe par-là, tout ça a l'air tout à fait neuf. En réalité, la pratique religieuse est extrêmement faible. C'est un pays qui vit de manière laïque et qui va se déclarer orthodoxe. Vous avez 80% des Russes aujourd'hui qui, quand on leur pose la question « Quelle est votre affiliation des religieux avez-vous une affiliation religieuse et laquelle est-elle ?» 80% vont dire orthodoxe. Alors qu'en Ukraine, 40% vont se dire athées. Vous voyez, c'est un peu plus souple. Et paradoxalement, la pratique religieuse est plus importante en Ukraine qu'en Russie. Voilà. Alors qu'on est dans une société qui a un rapport plus moderne, en mon sens, à la religion, même si, non, je suis en train de dire une bêtise, je ne pense pas du tout ça. Non, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est les personnes quand on regarde les enquêtes qui sont faites sur la fréquentation des églises, vous avez moins de 2% des Russes qui se rendent à l'église plus souvent qu'une fois par an.
pour vous donner une idée, voyez, de la fréquentation. Le divorce est extrêmement fréquent. L'avortement est le premier mode de contraception, continue à être le premier mode de contraception. Donc, il y a un vrai décalage entre le fait de se déclarer religieux, d'accrocher une icône dans sa voiture par superstition, et l'impact réel de l'Église sur la vie sociale et de la société. Donc l'Église est un acteur politique, mais très peu un acteur social en Russie. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais revenir sur ce travail de la mémoire qui s'est arrêté visiblement en Russie, même si des historiens essayent de continuer à travailler, mais très difficilement. C'est vraiment l'arrivée de Poutine au pouvoir au début des années 2000 qui a entraîné ce coup d'arrêt, parce que l'évolution différente de ces deux pays, l'un qui se tourne vers l'Europe, on va dire, occidentale, et l'autre qui, d'une certaine façon, arrête cette évolution. Parce que pour moi, la Russie n'est pas un pays asiatique. Géographiquement, il est sur un continent asiatique, mais culturellement, là où est la population, c'est un pays européen. C'est vraiment l'arrivée de Poutine et de son entourage qui va donner un coup d'arrêt à ça, parce que quand on vous entend, on a vraiment l'impression que c'est ça qui s'est passé. La chute de l'Union soviétique est un moment d'effervescence d'études historiques. Les gens ont le besoin de savoir. Et ils ont besoin notamment de nommer les victimes, de réhabiliter les victimes, de rendre visible ce qui était invisible. Dans les années 80 à la fin des années 80, au début des années 90, les journaux grand public vont publier des enquêtes historiques sur les lieux de répression, etc. Et le public va absorber. Il y aura un énorme besoin de ça. Donc dans les années 1990, le pouvoir n'a jamais freiné véritablement la recherche historique. Il ne l'a pas favorisée non plus. Les archives ont été ouvertes, mais pas toutes. Et notamment, les archives des services spéciaux n'ont jamais été véritablement accessibles. À titre déclaratif, elle devait être ouverte et puis ça traînait pour des raisons bureaucratiques, donc on n'y a jamais mis l'accès. Le pouvoir a été de plus en plus indifférent parce que préoccupé par d'autres choses, par des jeux politiques. Les Russes ont été préoccupés par la survie économique, pas mal, dans la décennie 1990. Et effectivement, la volonté consciente de gommer, d'oublier, de minimiser, de mettre l'accent sur un autre récit historique, elle vient de Vladimir Poutine, dont on mesure aujourd'hui l'obsession par l'histoire, qui n'était peut-être pas là d'ailleurs il y a 20 ans. Mais en tout cas, son obsession pour l'histoire est allée croissante et sa volonté de contrôler le récit historique a suivi. Son obsession pour l'histoire semble aller croissante au fur et à mesure où sa possibilité d'agir sur l'économie russe et sur la société russe est-elle décroissante, semble-t-il. Marc-Olivier Padiz. Oui, alors finalement, une fois qu'on pondère toutes les explications sur qu'est-ce qui a conduit la divergence entre Ukrainiens et Russes, donc il y a les raisons historiques, tout ce que vous avez expliqué, mais est-ce que, au bout du compte, le point crucial, c'est pas que quand même les Ukrainiens, à un moment, ont pris en main leur destin politique et ont refusé la domination, le système des oligarques, et donc je fais référence au Maïdan, c'est-à-dire ce moment de mobilisation politique très très forte où la jeunesse se retrouve dans la rue et dit non aux manipulations et dit oui indirectement à l'Europe, ce qui va apparaître là. Et on voit beaucoup aujourd'hui des Ukrainiens qui s'adressent aux Russes en disant mais enfin, vous fuyez votre pays, vous allez servir de chair à canon à Poutine, mais révoltez-vous, faites quelque chose. Enfin, et on a l'impression que c'est quand même cette volonté d'exister en tant que corps politique, en tant que volonté politique qui s'est manifestée à travers plusieurs révoltes. Déjà, la révolution orange, mais surtout le Maïdan, où le prix du sang a été payé par les Ukrainiens, qui fait aujourd'hui quand même la différence fondamentale. Maïdan, c'est la révolution contre l'international des oligarques. Anna Konal-Lebedev. C'est pas comme ça exactement que les Ukrainiens la qualifient. Je vous avoue que j'ai des réserves de sociologue là-dessus. C'est-à-dire que effectivement, c'est comme ça que le Maïdan sera décrit dans le récit historique qui sera notamment écrit en Ukraine. La volonté de prendre son envol, une société qui s'active. Mais je dirais que pour moi, le moment crucial, ce n'est pas que l'Ukraine ait
décidé de cette émancipation, c'est que cette décision a été insupportable à la Russie. Parce que je pense que c'est ça, en réalité, l'élément crucial. Vous voyez, les pays d'ex-URSS ont suivi des évolutions politiques très différentes. Et on a laissé partir les États baltes assez vite, parce que je pense qu'il n'y avait pas trop le choix. De toute façon, c'était immédiat, et on les a laissés partir avec l'idée que, en fait, ils fuyaient ce qu'ils avaient considéré comme une occupation soviétique. Mais après, vous voyez, je dirais, par exemple, pour la société russe, et ça j'essaie de l'expliquer un peu dans le livre, l'Ukraine était devenue au fur et à mesure des années un État étranger. Donc oui, on avait un intérêt pour ce qui se passait chez les voisins, parce qu'on connaissait bien les voisins, il y avait la proximité, les liens familiaux, etc. Mais je dirais, ils font leurs erreurs, ils se trompent, ils font leurs choix politiques, c'est leur problème. On a nos problèmes ici du côté de Moscou. C'est le fait que Moscou considère que ce qui se passe en Ukraine continue à être un problème intérieur pour la Russie, qui, à mon sens, est le point de basculement. Michaela Wiegel. Oui, je trouvais très fascinant que vous utilisiez le terme de rapt, parce que j'étais au Kremlin quand Poutine a prononcé apparemment, c'est quelque chose qui est connu dans la langue russe, mais cette tirade où il parle de l'Ukraine comme d'une femme qu'il faut remettre à sa place, et c'est très sexué comme violence. Et je trouve fascinant que vous dites aussi que c'était plus le fait que ça soit insupportable, cette émancipation à Poutine, qui a déclenché en quelque sorte ce conflit. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a aussi une culture différente de la place de la femme, de la façon de faire la politique en Ukraine ? Alors là, je pourrais vous faire 18 heures de cours là-dessus sans aucun problème. Ça fait partie de mes sujets de prédilection. Je dirais que, voyez, on comprend en réalité la place des sexes dans la vie politique, la dimension genrée de la vie politique, en Russie comme en Ukraine, a été en grande partie héritière du modèle soviétique. Et le modèle soviétique est un modèle qui est très mal compris en réalité, et souvent ici en Occident, qui combine à la fois l'idée d'une différence biologique fondamentale entre les deux sexes, qui doit avoir des conséquences sociales parce qu'elle est réelle et objective, et l'idée de l'égalité des droits. C'est-à-dire que les deux ne sont pas incompatibles. Vous voyez, l'égalité d'accès au travail, à la carrière, à la vie politique, etc., paraît normale et évidente aujourd'hui aux Russes comme aux Ukrainiens, dans les deux sociétés. Mais en même temps, il y a des éléments biologiques qui font que les rôles endossés vont être différents. Et donc, en fait, dans les sociétés, il va y avoir un jeu très intéressant, aussi bien au niveau de la politique que de l'économie, sur ce jeu des sexes. Par exemple, je suis pas mal en contact avec les entreprises où je fais de temps à autre des formations pour décoder les sociétés sur lesquelles ils travaillent, notamment les entreprises russes. Et les entrepreneurs me renvoient souvent me disent, sans se concerter, me décrivent cette même réalité en disant, le PDG qu'on rencontre, et avec qui on signe le contrat, c'est toujours un homme. Mais après, quand on a des vrais problèmes à régler, on nous dit, adressez-vous au numéro 2, et le numéro 2, c'est toujours une femme, parce que les femmes, c'est celles qui ont véritablement le pouvoir, mais l'homme est celui qui se met en scène. Donc on a plein de choses comme ça, plein de choses comme ça intéressantes, et je dirais que, vous voyez, si on file la terrible métaphore poutinienne, où l'Ukraine, comme une femme, devrait se soumettre, est-ce que ce n'est pas l'Ukraine qui, comme une femme, au final, est celle qui tient les rênes ? Anna Colin-Lebedev, merci beaucoup de cette conclusion, je ne dirais pas inattendue, mais à laquelle peut-être un certain nombre de nos auditeurs n'avaient pas, comme nous, pensé. Votre livre « Jamais frères », avec un point d'interrogation, sous-titré « Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique », apparu aux éditions du Seuil. Je signale aussi que vous animez, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais vous animez sur Twitter un post qui est très fourni et qui souvent donne des indications, soit de bibliographie, soit d'aller voir d'autres articles, etc., et auxquels personnellement je me réfère volontiers, souvent, et avec le plus grand profit. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, et puis merci à l'arrière-boutique, où cette émission a été enregistrée, et à Nouvelles Écoutes, que cette émission produit. Rendez-vous dimanche prochain.